je suis Karim Baïna, professeur assistant à l'ENSIAS, École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes Rabat Maroc, partenaire du projet Mednetio. Je vous présente dans le cadre du projet Mednetio le module intitulé Programmation avancée. Ce module se compose de 25 leçons. La première leçon s'intitule Modularité. La leçon de modularité se décompose des points suivants. Tout d'abord, programmation modulaire, dans laquelle je définis ce que c'est qu'une programmation modulaire, ses propriétés et ses critères. Puis, je vais définir ce que c'est que la décomposition fonctionnelle, à savoir l'approche descendante et ascendante de décomposition fonctionnelle. Ensuite, je vais aborder la définition des modules et des types abstraits. Et enfin, je vais synthétiser. Donc tout d'abord, je commence par la programmation modulaire. Donc la programmation modulaire se définit comme ceci. C'est le découpage d'une application en petits modules indépendants, correspondant à des types abstraits de données. C'est-à-dire, en fait, qu'une application principale, on va la découper en parties, en petites parties qu'on va nommer des modules. Alors, l'application cliente va être considérée comme un client qui utilise les services fournis par différents modules. Donc, elle va demander des fonctionnalités au module M1, puis d'autres fonctionnalités au module M2, etc., selon le besoin. Donc, quels sont les critères de la programmation modulaire? Parmi les critères de la programmation modulaire, on va citer la décomposabilité. Ça veut dire diviser d'une manière descendante les problèmes en sous-problèmes indépendants. C'est une approche descendante, où l'on va avoir un problème à résoudre, donc on va associer à ce problème un gros module, et puis ce gros module, au fait, on va le découper d'une manière descendante jusqu'à aboutir, au fait, à des petits modules atomiques qui, au fait, composent ce gros module, donc décomposabilité. Le deuxième critère, c'est la composabilité. Alors, ça veut dire qu'on va favoriser le développement d'éléments bien définis qui peuvent librement être composés dans différents contextes. En général, ce n'est pas simple avec l'approche descendante. Si la décomposabilité favorise le fait de décomposer un gros module en sous-modules, donc qui est une approche descendante, la composabilité, c'est le symétrique. Ça veut dire en fait que prenons deux petits modules, on pourrait les composer d'une manière donc ascendante, de telle sorte à former de plus gros modules. Donc les modules doivent être décomposables et composables. Alors le troisième critère, c'est la continuité. Alors la continuité veut dire que des changements mineurs dans les spécifications du problème doivent engendrer des changements mineurs dans les modules. Alors ça veut dire en fait que si le problème vient à changer, l'implémentation des modules ne doit pas changer énormément. C'est-à-dire que les modules au fait doivent être conçus et développés de telle sorte à ce qu'ils répondent d'une manière systématique à la difficulté du problème. Un petit problème, un changement d'un petit problème va en fait impliquer un petit changement dans le module. Un grand changement dans le problème va impliquer un grand changement dans le module. Mais il est absolument interdit d'avoir une conception modulaire de telle sorte à ce qu'un petit changement dans la spécification d'un problème engendre une grande modification dans le développement des modules. Ceci n'est pas une programmation modulaire. Alors, un autre critère de la programmation modulaire qui est la compréhensibilité. Alors, la compréhensibilité veut dire en fait une documentation du code des modules. Alors, la programmation modulaire, il ne s'agit pas de coder
une application faite qui soit exécutable à un certain moment, mais il faut en fait permettre à cette application d'être lue par d'autres programmeurs différents de ceux qui l'ont écrit. Hein. Et donc pour pouvoir lire des modules, il faut pouvoir les comprendre pour les modifier, pour les étendre et les enrichir si besoin est. Hein. Et donc il faut avoir de la documentation constante de tous les modules. Alors, un autre critère qui est la protection. Alors, la protection veut dire que l'on supporte une défense contre les erreurs éventuelles lors de l'exécution. Il ne s'agit pas de programmer quelque chose qui tourne dans un cas particulier, mais il faut tester tous les cas possibles et donc blinder chaque module tout seul pour avoir une application en fait principale fiable et donc prête au fait à accepter tous les cas possibles d'exécution. Donc parmi les propriétés de la programmation modulaire, on peut citer la correspondance directe. Alors la correspondance directe signifie en fait la structure du problème est reflétée sur la structure de la solution logicielle. On a dit tout à l'heure qu'un petit changement dans la spécification du problème engendre un petit changement dans le développement des modules. Là, en fait, d'une manière similaire, on retrouve la même idée qui dit au fait que la structure du problème lui-même est représentée par la structure logicielle du modèle. De telle sorte à ce que la personne, en fait, qui relie le code des modules peut retrouver la structure du problème initial. Donc, il s'agit là, en fait, d'une métaphore, en fait, du problème. On ne fait que refléter les concepts et les algorithmes, en fait, régissant ce problème. Donc, il y a une correspondance directe entre le problème et les modules. Une autre propriété qui est la cohésion intramodulaire. Alors, la cohésion intramodulaire, qui est forte, en fait, elle désigne le degré de liaison entre les éléments du module. C'est-à-dire, chaque module est cohérent d'une manière interne. C'est-à-dire, tous les éléments qui le composent sont cohérents. C'est-à-dire que, en fait, il est testé, il est validé, il est livré comme un élément valide, cohérent, en termes d'intégrité à la réponse au fait au problème. Alors, si on a parlé au fait de cohésion intramodulaire interne, on parle de couplage intermodulaire qui est, lui, faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, qu'il y a une dépendance très faible entre modules. Les modules, bien qu'ils soient forts, valides, intègrent d'une manière interne, entre les modules, il y a une certaine indépendance, de telle sorte, en fait, à pouvoir composer les modules et avoir, en fait, des modules interchangeables. Il n'y a aucune dépendance entre les modules et du coup, on peut composer, par exemple, si on a module 1, module 2, module 3, module 1, il effectue une certaine fonction F1, module 2 effectue une certaine fonction F2, et module 3 effectue une fonction F2. On peut aussi bien composer F1 et F2 pour avoir la fonctionnalité F1, F2, et on peut composer le module M1 et M3 pour avoir la fonctionnalité F1, F2. Donc en fait, les modules ne sont pas dépendants les uns des autres et on peut les composer d'une manière très flexible. Alors, une autre propriété de la programmation modulaire est l'encapsulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'encapsulation, en fait, désigne la séparation entre la spécification du comportement du module, l'interface, et ses détails de l'implémentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, qu'un module, il fournit une certaine
interfaces, hein, les différentes opérations qu'il fournit à un certain client, et puis toutes ces opérations sont décrites dans son implantation. OK? Et donc, au fait, on va séparer, hein, d'une manière voulue, l'interface de l'implémentation. Hein? Et donc, c'est ce que l'on appelle, au fait, l'encapsulation. De telle sorte à ce que le client ne voit que les opérations et ne voit pas l'implantation. Alors, il y a le principe ouvert-fermé. Le principe ouvert-fermé désigne au fait qu'un module il est ouvert aux extensions futures, hein, mais il est fermé à la modification. Je reviens à ce schéma. Hein. Donc le module, il est ouvert aux extensions. Hein. Si jamais on veut enrichir le module dans le futur, ben, notre module est ouvert aux extensions. Mais il est fermé aux modifications par le client. Donc le client, il continuera toujours à voir les opérations offertes par l'interface et ne verra pas l'implantation, donc ne pourra pas en fait modifier. Hein. Donc il aura un droit de vue sur les opérations, mais ne pourra pas modifier l'implantation. Donc il est ouvert, fermé. Alors, il y a un autre principe de la programmation modulaire, qui est le principe du choix unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que dans un système qui supporte une liste d'alternatives, un seul module doit en connaître la logique. Mettons qu'on a plusieurs modules. Hein, module M1, module Mn, hein, qui sont indépendants. Alors, il y a une application, en fait, qui va composer ces différents modules. Donc, il y a une certaine logique métier. Hein. Alors, cette logique, en fait, hein, on va avoir un N plus unième module qui, lui, en fait, contiendra la logique de tout ce qui se passe en interne, hein, de tout ce qui relie ces différents modules, à savoir les processus qui les relient, à savoir la logique métier, par exemple, de l'application, etc. Donc, en fait, c'est un moyen de centraliser. Donc, on va centraliser la logique métier de l'application principale dans un seul module. Et donc, en fait, c'est le principe du choix unique. Nous allons attaquer la définition des avantages de la programmation modulaire. Le premier avantage, c'est la mise au point séparée, que nous allons détailler ultérieurement. Puis, la réutilisabilité. Ensuite, l'évolutivité. Donc, concernant la mise au point séparée, ça veut dire que les modules sont écrits et testés indépendamment les uns des autres. On va confectionner en quelque sorte nos modules. Okay? Donc on a dit un module c'est une implémentation et puis une interface, donc une série d'opérations. Et les implémentations de ces opérations. Et au fait, ça c'est un module. Hein. On va confectionner les autres modules d'une manière séparée les uns des autres. Donc, confectionner, au fait, ça engendre compilation, programmation, compilation, test et validation. Ensuite, donc, parmi les avantages, au fait, il y a l'identification plus rapide des erreurs éventuelles, réduction de temps de développement. Hein. Dès lors que l'on a chaque module, au fait,
séparée et donc une application faite n'est autre qu'une série de modules séparés, donc ça c'est des modules, hein. Dès lors qu'il y a au fait une erreur qui survient, un problème, on est capable au fait d'identifier la partie, hein, donc la partie qui donne l'erreur, hein, et puis de pouvoir en quelque sorte zoomer jusqu'à dire au fait l'erreur elle vient de ce module. Donc ça c'est parmi les avantages au fait de la programmation séparée. La réutilisabilité. Alors, comme son nom l'indique, ça permet au fait à un même module d'être utilisé par différents clients au module. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que si l'on a donc une certaine application qui contient des modules, hein, et on veut développer une nouvelle application, ben en fait, on peut réutiliser des modules déjà écrits pour d'anciennes applications pour de nouvelles applications. Et donc, gain de temps de développement. Alors, on a parlé d'évolutivité. Donc, un module indépendant peut être compris et amélioré facilement, éventuellement par un autre développeur que l'auteur du module. L'évolutivité, en fait, ça veut dire que dans l'axe du temps, si un programmeur, hein, au temps T1 a développé une version, hein, la version par exemple 0.0 du module M1, hein, par un certain programmeur, ben, au temps TI, hein, le même module peut être donc développé par exemple 1.4 par un autre développeur, hein, et donc au fait il sera meilleur, et donc c'est le principe d'évolutivité. Hein. Donc un module il est conçu au départ de telle sorte au fait à permettre cette richesse et cette évolutivité. Alors, on va parler maintenant de décomposition fonctionnelle. Si on a parlé au fait qu'une application principale va être décomposée en sous-modules, etc., hein, quelle est l'approche pour pouvoir faire cette décomposition? Est-ce que l'on appelle la décomposition fonctionnelle? Donc en fait, une fonction possède des paramètres d'entrée, arguments. Elle traite ces arguments et retourne un seul résultat. Hein? Là, on a une fonction. Elle prend des arguments. Elle fournit un résultat. Alors, cette fonction peut être la composition de plusieurs fonctions. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, cette fonction en fait, peut être elle-même composée de plusieurs fonctions. Okay. Qui s'appellent mutuellement. Alors, cette fonction peut être récursive, hein, c'est-à-dire parmi les fonctions qu'elle appelle, elle peut s'appeler elle-même. Hein. Donc, si on a une fonction f, elle peut appeler la même fonction f, de la même manière que la factorielle. Donc, on distingue entre le profil de la fonction, nom, argument et type de retour, et son corps logique de calcul. Donc, chaque fonction a un profil, son nom, son nombre d'arguments, les types d'arguments, et puis elle a son implantation ou son code, son corps logique de calcul.
Alors, la fonction principale, c'est en fait l'exécution du programme principal qui est au fait l'évaluation de la fonction mère, hein, donc qui appelle les sous-fonctions. Donc, en fait, hein, le programme, au fait, principal, au fait, il appelle toutes ces sous-fonctions qui peuvent appeler d'autres sous-fonctions, etc. Donc, si un client exécute le programme principal, en fait, il donne des arguments à une grande fonction qui, elle, appelle d'autres sous-fonctions. Alors, comment faire cette décomposition fonctionnelle? Alors, tout d'abord, on doit commencer par faire l'inventaire de toutes les fonctions à réaliser. C'est-à-dire, en fait, on a un certain problème, on a un certain besoin, on va dire, en fait, quels sont les besoins dont on veut disposer. Et pour chaque besoin, donc de cet espace de problème, on doit lui associer, comme on a dit dans correspondance directe, en fait, une fonction. Maintenant, est-ce que cette fonction peut être elle-même décomposée en sous-fonctions? C'est ce que l'on va savoir. Et puis, en fait, on va effectuer une analyse descendante, en fait, qui dit au fait qu'il faut identifier les fonctions globales, puis décomposer ces fonctions globales de façon hiérarchique en sous-fonctions suffisamment petites. Donc, on doit commencer par dire, on a des besoins. Ces besoins, en fait, vont être représentés par des fonctions, et puis dire, est-ce que cette fonction peut être décomposée ou pas en sous-fonctions. Donc ça, c'est une approche descendante. Il y a l'analyse ascendante, et au fait, qui part, elle, du particulier au général. Ne jamais tout mettre dans une même fonction. Donc, une erreur, au fait, classique de programmation débutante, c'est de dire, au fait, on a un besoin, donc on met une seule fonction. Donc, tout mettre dans une fonction, c'est une erreur de programmation. Ce n'est pas de la programmation modulaire. Alors, comment choisir ces fonctions? Une bonne décomposition fonctionnelle, en fait, engendrera des sous-fonctions naturelles qui ont un sens autonome. Alors, il y a une heuristique qui dit, plus c'est petit, plus c'est beau. Donc, en fait, il faut essayer de décomposer les fonctions en des petites sous-fonctions. Alors, jusqu'à où s'arrêter? Il faut s'arrêter quand on ne peut plus décomposer nos sous-fonctions. Mais plus la fonction elle est complexe, plus il faut aller la creuser, donc elle a redécomposé en sous-fonctions jusqu'à aboutir en fait à des fonctions basiques, compréhensibles, autonomes. Alors, maintenant on va parler au fait de modules ou de type abstrait. Alors, un module possède une structure de données. Il possède des opérations, entrée, sortie. Il possède des pré- et post-conditions. Pré-conditions, c'est des conditions qui sont vraies avant l'exécution des opérations. Et post-conditions, c'est des conditions qui sont vraies après l'exécution d'une opération d'un module. Et puis des invariants. Des invariants sont des conditions qui sont toujours vraies avant l'exécution d'une opération sur un module, pendant l'exécution et après l'exécution d'une opération sur un module. Alors, je vous donne un exemple de type abstrait ou de module. Alors, par exemple, le type abstrait matrice admet une opération add. Alors, l'opération add, comme son nom l'indique, c'est une addition de deux matrices. Donc, elle prend en fait en entrée, donc en paramètre, deux matrices, et puis
en résultat, elle fournit une matrice. Hein? Donc la fonction add dans le type abstrait matrice demande en entrée de matrice et au sort une troisième matrice qui est l'addition des deux matrices. Hein? Donc, en fait, ça, c'est une opération du type abstrait matrice. Une deuxième opération, mult, est donc, en fait, qui est une opération de multiplication de matrices. Hein? Donc, la multiplication, elle admet deux paramètres de matrice et elle ressort un résultat de type matrice. Elle a le même profil que l'opération add. C'était un exemple de type abstrait. Maintenant, un type abstrait, il est implanté en C sous forme d'un module. Donc, il y a en fait une équivalence entre type abstrait et module. Une opération d'un type abstrait et de données est implantée par une fonction. Donc, une opération d'un type abstrait, comme on a dit, add, c'est une opération du type abstrait matrice, elle est implantée par une fonction du module matrice. Un module est défini par deux fichiers. Alors, un fichier d'entête ou d'interface, module.h, qui contient la liste des profils des opérations du type abstrait de données. Donc, deux fichiers. Un fichier module.h, qui contient en fait les profils des opérations du type abstrait de données, et un module, un fichier source module.c, qui lui contient la définition de ces opérations. Donc en fait, un module, il est défini par deux fichiers. Un fichier en tête, module.h, et un fichier, donc, core, qui contient, donc lui, au fait, il contient les profils des opérations, et lui, on contient, en fait, les corps des opérations du type abstrait. Alors, donc, au fait, cet avantage, au fait, de l'encapsulation, hein, c'est qu'elle fait, au fait, elle cache au client qui utilise un module la définition exacte des opérations. Hein. Le corps des opérations peut être implanté par un algorithme A ou un algorithme B, mais au fait, le client, qu'est-ce qu'il voit? Il n'a, au fait, une vue que sur l'entête du module. Et donc, il ne voit pas quel algorithme on utilise pour implanter les opérations du module. Alors, pour utiliser le module, le client n'a besoin de connaître que la liste des profils des opérations, fichier d'entête. Il n'a pas connaissance des détails de l'implantation contenus dans le fichier source. Donc, même s'il veut savoir, on va lui cacher ce fichier source. Donc, aussi bien pour des besoins, au fait, de respecter le principe d'ouvert-fermé que pour des besoins économiques où l'on ne fournit pas le code source. Donc, intérêt conceptuel, c'est de réduire le risque d'erreur et économique, protéger le code source. Alors, quel est le processus, au fait, de mise au point d'une application? Tout d'abord, on va mettre au point chaque module. On va écrire le code, compiler et tester chaque module. Donc, chaque module, au fait, on va le confectionner comme on a dit au départ. On va le mettre au point. Si un module M1 utilise un module M2, alors on met au point M2, puis on inclut M2 dans M1, puis on met au point M1. Voilà. Ça veut dire en fait que si on a
deux modules, M2 et M1. Et M1, au fait, il dépend de M2. Hein. Donc, il a besoin de fonctionnalités de M2. Alors, au fait, ici, hein, on doit faire un dièse include de M2.h. Hein. Donc, tout d'abord, on commence par mettre au point M2, puis on écrit dièse include M2.h dans M1, puis on met au point M1. Alors, puis à la fin, on met au point l'application principale qui, elle, au fait, c'est le module qui contient la logique de tous les autres modules. Donc, rappelez-vous, on avait nos modules, puis on avait l'application principale qui, elle, au fait, comprenait la logique globale, hein, et le processus métier de toute l'application. Donc, on commence, en fait, par mettre au point tous les modules, hein, à savoir que, en fait, chaque module, on le met au point, puis après, on met au point les modules qui en dépendent, et à la fin seulement, on met au point l'application principale. Alors, quels sont les avantages de la compilation séparée? Parmi les avantages, on peut dire en fait que la compilation est indépendante de chaque module. On va coder ce module, etc., etc. On peut paralléliser n'importe quel module. Si le code source d'un module est modifié, seul ce module et ceux qui l'utilisent doivent être recompilés. Hein. C'est-à-dire que, au sens de cette dépendance, si par exemple M2 change, hein, M2 change dans le temps, hein, et on a fait des modifications, M1, il doit aussi être recompilé. Donc au sens des dépendances, on doit recompiler le module. Mais s'il existe un troisième module qui ne dépend ni de M1 et qui ne dépend ni de M2, alors M3, on ne va plus le recompiler. Alors, maintenant, c'est la synthèse. Alors, est-ce que le langage C est un langage qui permet la programmation modulaire? Alors, il y a des pour et il y a des contre. Si l'on commence par les pour, la syntaxe, au fait, claire du langage C, à la fois dans la grammaire et dans la sémantique, elle a été réutilisée par plusieurs autres langages, tels que C++, Java ou C#. Donc, qui montrent quand même que le langage C est un langage intéressant pour la programmation modulaire. Alors, plus que ça, le langage C est une bonne introduction à la programmation objet. Et donc, ceux qui disent que le langage C est un bon langage de modularité, ils ont en fait eu raison quand il y a eu des langages orientés objets qui ont été engendrés par le langage C. Alors, il n'y a pas que du pour, bien sûr. Il y a aussi ceux qui sont contre le fait que le langage C est un langage pour la programmation modulaire. Et ces gens-là, ils disent au fait qu'il y a beaucoup de caractéristiques difficiles à comprendre pour les non-initiés. On va parler dans les autres leçons d'allocation dynamique, de libération de mémoire, de pointeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les compilateurs, ils vont laisser le choix très libre aux programmeurs. Et donc, ce choix libre, en fait, il est adressé à des experts de programmation et pas à des débutants. Et donc, de ce fait,
la programmation en langage C est assez difficile. Et donc, ces gens-là, ils mettent ça en avant pour dire que le langage C n'est pas assez modulaire. Alors, je viens au second point, qui est la gestion automatique de la mémoire. En langage C, on va voir en leçon d'allocation dynamique qu'il faut allouer soi-même ces zones mémoire et qu'il faut les libérer soi-même. Et qu'il ne faut plus utiliser ces zones mémoire allouées après désallocation. Et que la désallocation mémoire, elle ne s'effectue jamais automatiquement, ce qui fait que ça rend assez difficile l'allocation mémoire dans les modules et pour les applications principales. Alors, si on revient au fait à la modularité, le langage C, certes, est très intéressant, il pose un certain nombre de problèmes, mais il est assez flexible et il nous a donné naissance à différents langages tels que C++, C# ou Java. Et donc, c'est un bon début pour de la programmation modulaire. C'est un bon début pour apprendre, avant d'apprendre la programmation orientée objet. Alors, pour commencer, au fait, je vous donne un exercice et de définir le type abstrait de données pour le type matrice et ajouter par exemple les opérations transposer une matrice, inverser une matrice, factoriser une matrice, trouver la diagonale d'une matrice. Donc plusieurs opérations sont possibles et je vous invite à les programmer, à les tester. Donc ceci dit, il faut du temps pour pouvoir programmer d'une manière modulaire. Et pour plus d'informations, allez sur le site de Mednetu et allez sur le site de Nettuno et cliquez sur le lien Mednetu.